C'est Louis de la Fédération Française de la Loose, on est en direct sur Move pour finir votre journée sur la plus belle des mélodies, celle de l'échec sportif. Pour animer cette émission de la Loose, je suis en présence de mon binôme Antoine. Ah, je me lasse pas de cette intro, salut Louis, salut tout le monde. Pour cette semaine de la Loose, on reçoit donc chaque soir un athlète français pendant 1 heure pour le cuisiner à la sauce FFL. Défaite, autodérision, retour sur ses plus beaux fails, réaction face à l'échec, sans oublier des récits pépites sur la loose à la française. Bref, vous verrez, on va bien s'amuser pendant 1 heure. 1 heure, c'est d'ailleurs le temps qu'il faudrait à notre invité du soir pour parcourir une vingtaine de kilomètres tant sa foulée est aérienne. Salut Johan Durand, comment ça va ? Essaye de te rattraper avant de me mettre des coups de rap dans quelques minutes. C'est le seul moment où on va te brosser tu vas être gentil. le poil ce soir. Non, c'est ça comme va un impeccable. abattoir en caresse. Ouais, voilà, tu vas bien ? l'animal. Est-ce que ça te fait plaisir d'être ici ce soir avec nous, Mais Johan ? je sais pas comment je dois le prendre. En vrai, quand j'ai reçu la proposition, je me suis dit putain, c'est quelque part t'es un loser. Tu fais partie de. Oh bah non, c'est que de l'amour. On est tous un peu un loser. Bah ah oui. Juste plus ou moins grand. Bah non, mais non. Vraiment, c'est que de l'amour. La preuve, hier, on a invité Mathias Dandois qui collectionne les titres à plus savoir qu'en faire. Donc non, ça nous fait très plaisir de te recevoir ce soir. On est de fervents adeptes de tout ce que tu fais et que tu racontes sur les réseaux sociaux aussi. Donc on va pouvoir en reparler ce soir. Avant ça, on t'a préparé une petite bio pour ceux qui te connaissent peut-être pas encore et qui nous écoutent ce soir. C'est très simple, on va la faire en ping-pong avec Antoine. Et toi, tu pourras nous noter à la fin, voilà, pour valider si c'est pertinent, si c'est fidèle. Ou si c'est 0 sur 20. Ou si c'est FFL, voilà. Donc je te propose qu'on commence avec ça te va ? Allez, vendu. Allez, c'est parti. Tu es né en 85 et tu n'attends pas une seule seconde pour t'associer à la loose. En effet, c'est à Bergerac, un ville de Cyrano, le plus beau perdant magnifique du théâtre français, que tu ouvriras les yeux pour la première fois. Enfant, tu fais du football, mais grâce à ton 6e sens, tu flaires que les Girondins ne sont pas une valeur sûre pour évoluer dans les plus hautes divisions. Tu te rabats donc sur l'athlétisme. En athlète, tu as quand même des airs de Young Gourcuff, puisqu'à tes 22 ans, tu crèves l'écran et deviens vice-champion d'Europe espoir du 1500 mètres. Jusqu'ici, ça va ? Jusqu'ici, tout est juste. Ok, super. S'ensuit une très belle carrière où tu vas enchaîner les top 10 et les top 5 et où tu laisseras parfois généreusement les autres gagner de quelques centièmes. En 2021, avant de claquer 2h09 au marathon de Paris, tu deviens champion de France de semi-marathon au Sable d'Olonne. Le début d'une relation électrique avec cette course. Et oui, car l'année suivante, la veille de la course, un transformateur électrique prend ton genou gauche en 1v1 lors d'un entraînement, ce qui t'oblige à abandonner. En remise en forme depuis, on peut te retrouver notamment sur les réseaux sociaux où tu partages ton retour tout en distillant tes meilleurs conseils pour les amateurs de running et de DNF. Voilà, c'était pour notre petite bio. C'est vrai. Ta note, est-ce que c'est correct déjà ? Ouais, tout est correct, sauf qu'à l'époque, les Girondins, c'était quand même la grande équipe. Ouais, c'est vrai, mais oui, il est un peu jeune, il a pas connu ça. C'est ça, il a pas connu. Je vis trop dans la culture de l'instant. Il a pas connu Chamac, il a tout pas connu. Tout est juste. Ah si, non, mais Zizou. Oh. Ah oui, il a connu Alain Giresse peut-être ? Non, c'est. Ouais, en fait, moi, Giresse, ça devient long là. Je l'ai trop entendu de gens qui vivent dans le passé, donc je l'ai. Non, mais. Ils peuvent dire que dans le passé. Là, on vit pas dans le présent, je te rassure. Ni dans le futur parce qu'il y en a pas. Donc. Non, bah c'est parfait. Bah écoute, au moins on a un truc qu'on n'a pas raté ce soir. Ça commence bien pour une émission de la semaine de la loose. D'ailleurs, je crois que Antoine, tu avais une question fondamentale pour. On est à Paris, là, la ville où en fait tout le monde court pour oublier son taf. Mais toi, courir, c'est ton taf. Alors comment tu fais pour te changer les idées ? Bonne question, ouais. C'est vrai que les Parisiens, qu'est-ce qu'ils aiment courir, ça y est, là. Quand tu vas dans un parc, j'étais à Boulogne samedi matin, c'est l'autoroute. C'est hallucinant le nombre de gens qui courent. Et donc on remercie le Covid, un mec qui a mangé du pangolin, qui a permis à tous ces gens de se dire merci Juan, parce que grâce à ce pangolin, tout le monde s'est dit putain, ma santé quand même c'est dégueulasse, je vais me mettre à courir. Enfin, l'excuse numéro 1 à l'époque, c'était quand même juste de pouvoir sortir. Je m'en souviens bien, moi, j'avais fait ma prépa marathon avant le Covid et du coup, quand j'ai arrêté ma prépa, tout le monde a commencé le running. Before it was cool, t'étais un hipster en fait. Exactement. Mais donc du coup, comment tu te changes les idées, toi C'est quoi ta course à pied à toi ? Moi, c'est le sport. Je regarde les autres perdre et puis comme ça me motive. Ouais, je vous suis et comme ça, je me fous de la gueule des autres et vous êtes mon échappatoire.
Donc je me dis qu'il y a pire que moi. Tu vois, quand je suis pas bien, je vais sur votre compte, je regarde et je me dis ouais, effectivement, il y a quand même pire. On est là, on fait. Je le prends bien. Oui. Si on peut aider les Français à décompresser et les sportifs à se dire il y a pire que soi. Entre tes 23 sélections en équipe de France, comme ça, il y a un petit tweet FFL. Non, alors je t'avoue, Johan, quand même, en énonçant tes chronos, 2h09 quand même, sur le marathon de Paris, en plus, qui est pas facile. Je vois quand même certains de nos auditeurs s'inquiéter sur ta légitimité dans une émission dédiée à la défaite, parce qu'on est quand même beaucoup, je crois, à avoir fait plus que 2h09 au marathon. Pour les rassurer quand même un peu et briser la glace, est-ce que la loose, tu connais quand même? Ah oui, moi je suis un loser. Franchement, à un moment donné, je me demandais si j'étais pas né pour pas faire de perf, parce que souvent j'ai fait 4e ou second, et des fois je me disais mais 3e j'ai jamais fait, je crois. Premier j'ai déjà fait, mais pas souvent. Mais au championnat de France, je terminais soit 4e, soit second. Et ça, franchement, il y en a des 4e ou des 2e places, je dois en avoir des dizaines et des quinzaines, alors que premier ou 3e, un peu moins. Tu vois. Moi, toi, c'était les chiffres pairs. Quoi. Ouais, voilà. Ouais. T'as une armoire à 1000K. Ouais. Ah ouais, non, mais des médailles en chocolat, ouais, j'en ai un paquet. Hein. Mais ouais, et effectivement, après, c'est ce qui m'a peut-être permis aussi d'être encore là aujourd'hui. C'est toujours. En tout cas, ça t'a permis d'être là ce soir. Voilà, c'est ça. Parce que c'était avec des premières places, on t'aurait jamais invité. Non, c'est pas vrai. On t'aime malgré les 4e places, surtout grâce aux 4e places. D'ailleurs, ça me fait penser, on a quand même pas mal de questions, nous, sur le running. C'est un monde assez varié, tu vois. Donc, on avait quand même quelques petites questions à te poser en mode interview, pas très journalistique, parce que ça reste la FFL, faut pas déconner. Et donc, on voulait comprendre un peu les codes du running, parce que tu es quand même une référence dans le domaine. Donc, si ça te va, on a quelques petites questions à te poser. Move, la semaine de la loose. Les premières questions existentielles. Est-ce que tu as trop de paires de chaussures chez toi? Ah ouais, vraiment. Trop, c'est quoi, genre? Je sais pas, 50, 60. 50 ouais. Et tu les mets où? Clairement, t'habites pas Paris, quoi. Non, heureusement que j'ai pas un petit appartement. Ouais. Attends, mais 50, c'est parce que tu gardes même les vieilles chaussures, ou tu fais une rotation de 50 chaussures? Non, mais disons que nous, moi, avec mon équipementier, je dois en recevoir une bonne trentaine de chaussures par saison. Mais après, on les utilise, 30-40. Mais parce que on court 150, 160, 180 km par semaine. Donc effectivement, dès qu'elles deviennent usées, tu peux pas prendre le risque de courir avec une chaussure usée qui va te créer des blessures. Donc du coup après ça... C'est un peu comme ton pneu pour un pilote de Formule 1 voilà, qui change exactement. Et toi t'as les chaussures d'entraînement, de compète, de recul. Et voilà, et comme chaque chaussure a son utilisation, on a les chaussures pour le fractionné, on a les chaussures pour la compétition, on a les chaussures pour le footing cool, on a les chaussures pour le footing vraiment facile, on a les chaussures pour la musculation, on a les chaussures pour la ville, on a les chaussures pour sortir en soirée, on a tout. Donc effectivement, je dois en avoir même je dis 50, mais je pense que c'est plus. Et dès qu'elles sont un peu usées, des fois je les mets pas assez souvent, et après j'essaye de les donner, mais il faut trouver quelqu'un qui fasse la même pointure que moi. Et je suis désolé les gars, je vois vous avez des petits pieds, donc n'essayez pas de 45 quand même, hein. 45. Ah ouais, non, trop grand, désolé. Ah bah voilà, moi je suis preneur de chaussures usées de Johan Durand, hein. Ça se trouve, ça donne des ailes, hein. Ça se trouve, le sub 3 il est là, hein. Ouais. Il y a de la sueur. Mais je vivais en appartement et je peux te dire, l'odeur des chaussures après des footings, ça peut être vite. C'est parfait pour rester célibataire. Ouais, voilà, c'est peut être vite une problématique, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas, ça. Ouais. Ah ben quand on a multiplie 50 fois l'odeur. Après, est-ce que ça se cumule l'odeur? Est-ce que c'est vrai qu'on est meilleur après 30 ans sur marathon, ou on dit juste pas pour pas décourager les vieux? Ça, c'était ce qu'on disait avant. Ouais. Maintenant, les jeunes ont tendance à monter sur le marathon de plus en plus tôt. Et c'est une discipline qui, on disait, c'est l'expérience, il faut pas y aller trop. Et on le disait forcément avec l'accent du Sud-Ouest. Ça se dit qu'avec l'accent des Libop. C'est l'expérience. Ou d'Antonetti. Ouais. Mais ouais, non, c'est ce qu'on un peu, on disait ça. Et effectivement, je pense que c'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. On parlait de chaussures tout à l'heure, mais avec les nouvelles mousses, les gens ont tendance à monter sur marathon un petit peu plus jeune parce que tu peux faire plus de volume, et puis c'est une discipline à la mode. Et avant c'était trop compliqué, fallait faire attention à la mousse? Non, avant tu restais sur la piste, ouais. Non mais c'est ça, tu faisais ton parcours classique, tu faisais du 5000, tu faisais du 10 000, et quand tu avais plus de capacité à aller vite sur la piste, tu allais sur marathon. Et maintenant les jeunes n'hésitent pas à monter sur marathon. Et puis après
ça reste quand même, quand tu vois les coureurs au 39e, généralement, ils courent comme des vieux, hein, même s'ils sont jeunes. En fait, tu rattrapes le temps pendant ton marathon, prends 10 ans. Tu prends 10 ans. On dit vraiment que c'est une leçon de vie, mais... À chaque marathon, tu prends 5 ans dans la gueule. Hein. Ah ouais, d'accord. Et juste pour ceux qui te connaissent pas, pour nos auditeurs, toi, c'est comme ça que t'as commencé, du coup, dans ta carrière pro d'athlétisme. T'as commencé par les distances qu'on peut qualifier un peu de rapides. C'est quoi, c'est 3000 mètres, 1500? C'est ça, plus court. Ouais, avec 1500, j'ai été vice-champion d'Europe sur 1500 mètres. Et là, on était dans quelles années, juste pour recontextualiser? J'avais 22, 23 ans, donc j'ai fait de la piste jusqu'à mes 30 ans. Et à mes 30 ans, j'ai été un peu le défi de la trentaine. Je me suis dit, allez, vas-y, je change tu changes de discipline, en fait, parce que c'est pas du tout les mêmes efforts, c'est pas du tout la même pratique, c'est pas du tout les mêmes entraînements. T'as pas la même notion de course aussi. Ah ouais, non, mais et puis tu pars de zéro, tous les repères que j'avais par rapport à ce que je faisais avant, là, tu les as plus du tout. De 1, parce que nous, on part de zéro. Et tu fais quoi de tous tes t-shirts finisher Alors ça et les coupes et les médailles de finisher, ça... Ah oui, parce que les médailles, c'est quand même... le running, c'est magnifique, c'est le seul sport où on te donne tout le monde des médailles. A une médaille à partir du moment où tu finis, Donc, c'est peut-être c'est le sport le plus FFL en fait. C'est vrai, c'est bon ça. Il n'y a que des vainqueurs. Tu te félicites, tout le monde, t'es allé au bout, t'es finisher, bravo mon ami. Et la question existentielle pour moi et énormément de potes, est-ce qu'il faut absolument poster ses runs sur Strava pour que ça compte? Ah oui, non, mais tout ce qui n'est pas sur Strava n'existe pas. Voilà. Et attention, il y a des gens qui surveillent, voir si c'est vraiment, si t'as pas grugé la récup. Est-ce que t'as déjà signalé une activité? Ah bah bien sûr. Ah non, mais parce que moi moi j'ai les segments normalement. Enfin, même là sur les Champs-Élysées, après le marathon de Paris, parce que devant moi il y a que des Kenyans et les Kenyans ils utilisent pas Strava. Donc du coup je suis le premier à utiliser Strava. Et des fois il y a des mecs en vélo ou en roller qui passent et là direct mail. Ah le flic. Non mais ça veut dire que le jour où les Kenyans utilisent Strava, Yohan Durand prend sa retraite. C'est officier Durand en fait sur Strava. Là, ça rigole pas. C'est général police nationale. Et puis ça y va, ça met du kudos hein. Ah bah tu m'étonnes. Et d'ailleurs, on a vu que tu avais fait un BTS vin et spiritueux. Oui. Du coup, on se demandait si tu étais à l'aise autant en marathon qu'en barathon. Ouais. Ah ouais, c'est même endurance. Mais c'est un peu ma problématique, c'est que j'aime bien boire un petit peu. Et ça, c'est pas bon. J'écoute des podcasts de Yohan Durand qui te dit qu'il faut faire attention à ta nutrition. Alors, non, moi j'aime nutrition, pas boisson. Oui, non, moi j'aime déguster, c'est différent. Et d'ailleurs, on avait une question très con à te poser aussi, c'est... Toi, tu portes pas de montre, là, en fait. Ta montre de coureur, tu l'as pas avec toi tous les jours. Justement, là, je suis en mode ville. Du coup, là, tu peux pas me dire... C'est comme ça que t'es en repos, quoi. Voilà, je suis en repos quand je viens avec vous. La Garmin. Ouais. Ah, c'est ça, donc nous, on est le sas de décompression. Voilà, c'est ça. Et question bête, mais les gens, pour qu'ils s'imaginent un peu la vie d'un coureur pro, c'est quoi le truc le plus cool de la vie d'un coureur pro? Bonne question, je cherche depuis que j'ai commencé, je peux te dire. Ah bah ça donne envie en tout cas. C'est une vie de labeur quoi. Non c'est pas un sport facile hein. La course à pied, je pense que c'est un des sports, le marathon en particulier, c'est un des sports les plus durs pour moi avec le vélo, la natation, la boxe ou les trucs comme ça. Mais il y a le côté kiffant, mais c'est vraiment quand tu fais une perf, quoi. Ou quand les endorphines, quand tu rentres d'une séance. Mais en fait, t'es rincé. T'es heureux, t'es content, mais en fait, t'es rincé au fond. T'es au fond du canapé, t'es fier, t'as un sourire béat, mais c'est juste que tu t'es collé 10 fois 1000 comme un tocard sur la piste. C'est du plaisir qui fait mal. C'est du plaisir qui fait mal. On est quand même pas loin du sadomasochisme. Ah non, mais pas loin, ouais. Je pense qu'il y a de ça. Mets-toi sur la ligne d'arrivée d'un marathon et demande aux gens pourquoi ils sont là. Ils vont te dire, arriver, hein. Je sais pas. C'est vrai. C'est l'heure de la question con. Attention. La question con. Bon, c'est mon moment tu l'as préféré. entendu dans le jingle, Yohan, c'est l'heure de la question con. Alors, qu'est-ce que c'est tout simplement? Vous qui nous écoutez, vous pouvez aller sur le compte Instagram de la Fédération Française de la Loose toute cette semaine pendant la semaine de la Loose et tous les jours, on vous proposera d'envoyer vos questions cons à nos invités du soir. Et les questions les plus débiles sont choisies. Voilà, et aujourd'hui on a reçu des belles petites questions pour toi. On peut t'appeler Yodu. Yohan Durand, c'est la contraction Yodu, Maître Durand. Pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est ton petit surnom en mode Star Wars. Aujourd'hui, donc, on commence avec cette première question con de Rémi qui nous vient des Sables d'Olonne et qui avait cette question à te poser. Oui, bonjour Yohan. Rémi, coureur amateur habitant aux Sables d'Olonne. Je vais bientôt déménager. Et j'hésite sur le choix de mon fournisseur d'électricité. Et j'ai cru comprendre que depuis le semi-marathon des Sables d'Olonne 2022, Yohan était devenu le spécialiste de la distribution électrique sur la commune, avec notamment une connaissance accrue des transfos électriques. Donc voilà, s'il pouvait m'aiguiller un peu sur ce choix-là, je suis preneur. Allez, salut. Merci Rémi pour ta question.
Alors comment ça se fait que tu connaisses si bien les transfos au Sable d'Olonne Raconte-nous un peu. Je pense que dans les blessures à la con, celle-là, elle est vraiment pas mal parce que j'en ai rigolé pendant un temps, mais en fait, ça m'a pourri la vie pendant plus d'un an et demi, je dirais. Et c'est passé quoi avec ce transfo ? Il s'est passé que j'allais courir le semi-marathon des Sables d'Olonne et mon coach, on arrive en minibus et tout, et il se gare tout proche de l'emplacement où on était, et il y avait un poteau EDF genre à 30 cm devant le camion. Et là, il commence à grêler fort et tout, donc on attend dans le minibus, on attend. Au bout de 5 minutes, il continue à pleuvoir. J'ai dit, on va pas rester là toute la matinée. Vas-y, viens, on sort, on rentre. Et donc, du coup, on sort dehors donc, pour se mettre pour rentrer dans l'appartement. Et je veux passer entre la voiture et le transfo EDF. Et là, mon genou, il tape fort la rotule dans la poignée du transfo EDF. Et là, donc, du coup, j'ai mal et tout. Donc c'est un coup. C'est un gros coup. Ouais. C'est même pas en t'échauffant. Non. C'est vraiment je veux me mettre à l'abri parce qu'il grêle. Je me dépêche. Je passe sur un espace de 20 cm entre l'avion du camion et le transfo et je tape le genou dans la rotule. Donc là, je rigole et tout pendant une demi-heure. Je rigole. Tu vois, j'avais mal et tout. Bon, je me dis, vas-y. Peut-être je vais mettre de la glace, j'essaye de mettre de la glace. On va à la pharmacie, ils nous donnent les sprays, tu sais que tu vois sur les terrains de foot, mais alors ça sert absolument à rien. Le spray, ouais. C'est du déo, je crois en fait. C'est marrant, ça sentait le Narta. Ah non, mais rien à voir. Donc je mets ça et tout. Le lendemain, je me lève, mais impossible de plier la jambe. J'essaye de courir parce que j'avais un semi à courir. Là, je vais voir l'organisateur. Je lui dis, écoute, je me suis fait mal au genou, impossible de. Semi dont t'avais battu le record l'année d'avant. DNS quoi. Ouais. Donc là. Je prends pas le départ. Et puis c'était quelques semaines, même avant les championnats d'Europe de Munich en 2022. Et donc là, 2-3 jours, j'ai mal, je passe une image. Et là, on se rend compte que je me suis fait une petite fissure sur le tendon rotulien. Et derrière, du coup, on met un peu de mésothérapie, qui est un anti-inflammatoire local pour calmer l'inflammation, pour que j'aille quand même au championnat d'Europe en me disant c'est bon, c'est juste un coup, quand l'inflammation sera passée, le tendon il va se régénérer. Et puis là, en fait, pas du tout. Et ça a duré. J'ai galéré pendant plus d'un an avec cette douleur à cause de ça. Ouais. Ah ouais, c'est très lourd, mais en même temps, ça fait chier, ce genre de blessure. Alternative depuis. Ouais. Oh là là. Alors, je peux que m'incliner devant cette vanne. C'est la FFL, vous êtes en direct sur Move pour la semaine de la loose. On est avec Johan Durand, coureur français multiple sélectionné en équipe de France, et aux côtés d'Antoine, marathonnier aussi, mais qui prend un peu plus son temps que Johan. Et moins sélectionné. Hein. Et 29 sélections en moins. 23 sélections en moins. À nous deux, on en a 23. Ouais, exactement. C'est à nous trois. Et toute la régie. Johan, question bête, est-ce que t'étais bon en histoire au lycée ? Ouais, ça va. Ça va ? Ok, toi t'étais plutôt vin et spiritueux. Ouais. D'accord. Histoire des vins. Ouais. Histoire des vins, c'est ça. Et écoute, ça tombe bien parce que c'est le moment du petit cours d'histoire de la loose présenté par notre professeur Antoine. La semaine de la loose. Loose rétro. C'est vraiment la seule semaine de ma vie où je vais avoir une crédibilité en histoire. On va te prendre des lunettes pour les prochaines. Alors Johan, toi qui as fumé pas mal de pistes de France et de Navarre, t'as dû avoir pas mal de noms finalement de stades dont tu connaissais peut-être pas le blaze, Jambouin. Oui. Est-ce que tu connais Jules Ladoumègue ? Jules Ladoumègue, ouais, c'était un coureur. Exactement, un coureur qui était dans les années 30. Eu des années où en fait les célébrités, c'était les boxeurs et les coureurs. Et alors que maintenant, c'est les footeux. Donc t'es vraiment né à la mauvaise époque, Johan. Et Jules Ladoumègue, on l'appelait Julot, c'était en gros l'équivalent de Mbappé à l'époque, vraiment. Alors Julot, il est né pas très loin de chez toi, dans une grande ville de Ligue 2, Bordeaux. Ça c'est gratos. Bon, je vais plomber l'ambiance, par contre, son début de vie, il est un peu tragique. Il naît en 1906, son père est déjà décédé, sa mère meurt brûlée vivre en le sauvant alors qu'il a que 17 jours. On a connu début de chronique un peu plus fun. Remontons un peu le moral là. Allez, bon, il est élevé pas de loin, dans la misère malgré tout, à Talence, tu dois connaître, à côté d'un hippodrome. Et la légende veut que dans sa solitude, il passait sa journée à regarder les chevaux, à imiter leur foulée. Alors je sais pas si toi qui es un peu coach, maintenant c'est une tactique très poétique, que tu donnes, n'est-ce pas ? D'imiter les chevaux ? Ouais. Pas trop. Ah bah écoute, peut-être que ça te donnera des pistes. Manger de l'avoine à la limite ?
Ah, les petits flocons. Et Julot, en fait, il est fan d'athlète, du coup, il va vite être repéré parce qu'il a un potentiel monstre. À 21 ans, il est déjà à 1 seconde du record du monde du 1500 mètres. Boum. Et il arrive donc au JO d'Amsterdam de 1928 avec un statut de favori. Ah ouais, donc on est passé des flocons d'avoine. Ah oui. aux JO, ouais. Attends, direct écoute, cash. c'est une chronique. Sans Et il est tellement facile dans ces JO qu'en 1500, il va faire le show, un esprit un peu panache à la française, tu vois. Il va faire des remontées par l'extérieur, il va se remettre derrière pour rattaquer à la ligne droite. Oui. Alors je sais pas si toi c'est la technique de course que tu conseilles aux jeunes. Non. Pas du tout. C'est justement ce qu'il va faire apprendre parce que résultat, alors qu'il pense être facile dans la dernière ligne droite, il se fait fumer dans les 3 derniers mètres par un des Finlandais volants. Et en plus à la fin il dit il en avait encore dans les jambes, il avait largement 100 mètres. Donc Julot il est vénère, toi il a 21 ans, il dit ok maintenant c'est l'année de la maturité, je mets les bouchées doubles pour arriver sur 1932. À l'automne de 1930 et de 1931, le petit jardinier de Bordeaux, médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'Amsterdam, avait battu 6 records du monde, tous les records du 1000 au 2000 mètres. Hein, tu peux en dire autant ? Non. Ah ouais. Non, mais. Alors en vrai, c'est l'idole du sport français à l'époque. Il représente en plus une certaine méritocratie vu qu'il vient d'en bas. Et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Rien sauf ça. Eh oui, Toujours les thunes. c'est l'argent. Parce qu'en fait, à l'époque, c'est le coubertinisme qui On n'a règne pas le droit en de valeur gagner capital. d'argent. Exactement, C'est liberté, comme maintenant, on n'a pas égalité. changé, nous. T'as pas le droit de gagner d'argent. L'important, c'est de participer, comme tu dis, surtout de le faire gratos. Sauf que Julot, qui roule pas sur l'or, et des fois, il se fait un peu payer pour aller courir dans des exhibitions, tout ça. Et la Fédé française de l'athlétisme, elle accepte pas du tout ça et elle le radie absolument. Donc Allez. radié, pas Juste de parce JO. qu'il a demandé à être payé. Juste parce qu'il était un peu payé de temps en temps, tu vois. Donc il aura quand même l'occasion de se défendre en 1931 lors d'un certain procès en interne. Sauf que manque de bol, sur la route, sa voiture tombe en panne. À l'époque, pas d'iPhone, pas de Galaxy. Et donc, Pas de taxi. il peut pas prévenir. Et donc, énervé par cette absence, les Grandes Pontes, elles confirment la radiation à vie de Julot. Avant de rentrer chez eux en Rolls-Royce, c'est beau, tu vois, t'as pas d'argent, nous on en a. Donc, radiation à vie, je cite, pour... des faits de professionnalisme. C'est-à-dire que le mec est viré parce qu'il est professionnel. C'est pas moche. le truc le plus français qui existe. Ah, c'est dur. C'est beau. Ouais. Donc pendant quelques années, en fait, il va juste devenir coureur, mais en démonstration. Il sera juste payé, mais il aura plus de compète, pas de JO, Pas de rien JO. en fait. Donc en fait, on loupe tous C'est une les mascotte, titres. quoi. Exactement. En 1935, ultime tentative, il va aller voir les instances qui le virent à nouveau et qui en plus lui enlèvent son contrat de démonstrateur, donc il sera complètement tricard. Désemparé, il va confier sa tristesse auprès du journal Paris Soir, où il va dire « J'ai besoin de courir comme j'ai besoin de respirer ». Alors le journal, ouais, c'est magnifique. C'est très beau. Et le journal, il va faire un truc incroyable, il va lui offrir au coureur, c'est un peu sa last dance, tu vois. Il va mobiliser tous ses lecteurs pour dire venez, on va aller faire une ovation aux héros de la nation. Donc le 11 novembre 1935, Julot aura enfin son heure de gloire. De la porte Maillot à la place de la Concorde, 400 000 personnes acclament le populaire Julot que la Fédération 400 française 000. d'athlétisme a exclu des stades, l'accusant de professionnalisme. J'adore. C'est en signe de protestation contre cette mesure que l'Adoumeg et ses admirateurs ont pris l'initiative de cette manifestation à travers la capitale. Ah, c'est très ina, ça fait très Ah bien. oui. Mais Ah, là, on y est. 400 000 400 personnes, 000. il faut quand même s'imaginer ce que c'est. C'est quand même le truc aussi le plus FFL, se faire interdire de compétition parce qu'on est pro. Il y verra quand même à 37 ans 7 sanctions annulées. Trop tard évidemment, Ah ouais, non, mais parce qu'à très l'époque bien. il n'y avait pas les carbones. Et non. Trop tard pour retrouver son niveau d'avant. 37 Mais les ans, c'était fini. pavés des Champs-Élysées, il faudra attendre 63 ans pour revoir autant de pieds les foulés pour un événement sportif. C'était par contre pour nous un peu plus compliqué, c'était un sombre mois de juillet 98. Move. La semaine de la loose. D'ailleurs, en parlant des très bas et des très hauts de la carrière de Jules Ladumeg, je crois qu'Antoine, t'avais récupéré J'ai une autre archive J'ai du une autre sport petite français, archive à te faire écouter, Johan. un peu plus récente. Fermez les yeux, on est en 2012. Fara qui accuse, allez Johan, allez mon gars, allez Johan Durand qui compte, il va le faire, allez tu vas le faire, mais oui, allez, tu vas le faire, attention il y a un petit derrière, allez, sur la ligne tu te jettes, oh là là, il est quatrième. Quatrième de rien, incroyable. Je crois que Ça, c'est FFL. Hein. Ah, tu peux nous rappeler Ah là. Tu peux nous Il est expliquer un peu quatrième. ce Il y a de qu'on vient l'espoir. d'entendre Tu peux nous contextualiser un peu C'était pour nos les auditeurs. championnats d'Europe d'athlé en 2012 à Helsinki, et donc je participais aux 5000, et j'ai terminé 4e.
Et t'es terminé 4. Moi, ce que j'avais vu, c'est à 2 centièmes. À 2 centièmes, ouais, d'un Turc Kényan. Enfin, je sais pas si c'était Kényan turc ou turc Kényan. Bah, sûrement turc, vu que c'était les Europes. Ouais, ouais. C'était un Turc. Et à 2 centièmes, ouais, c'était la haine parce que je me revois dans cette ligne droite à essayer de tirer sur les bras, sur tout ce que j'ai. Et ça craque pas, tu vois. Moi, tu le sais, quand, même si ça se joue à 2 centièmes, t'as l'instinct de savoir si t'es devant ou pas. Et je sens que je le suis pas. Et là, ouais, c'est... Sur le coup, j'étais quand même content de faire 4e à des championnats d'Europe, tu vois. Ça reste une perf de fou. Ça reste une perf de dingue parce que voilà, j'avais fait 7e au championnat d'Europe en salle quelques mois avant, donc c'était une progression, c'était très bien. Mais avec le recul. Et a priori, tu fais mieux qu'en 2010 où a priori, tu avais terminé 4e mais à 3 centièmes. Ouais, mais on a tout le CV. Là, vous avez tout checké, mais j'ai des problèmes avec les centièmes. Mais j'ai des problèmes avec le cassé. Pourtant, si ça prenait au nez, vu que j'ai un grand nez, je pourrais peut-être en profiter. Mais c'est la ligne d'épaule. C'est vraiment très Bergerac. Hein. Ouais, c'est Cyrano. Hein. Moi, j'ai tout fait comme Cyrano. Mais c'est la ligne d'épaule. Comment on le vit sur le moment? Tu dis là, t'as l'instinct ou t'as l'impression qu'il t'a manqué ce chouïa, mais tu le réalises combien de secondes après avoir passé la ligne que t'as été 4? Non, ouais, je te dis, tu le sais direct. Tout de suite, même si t'as pas le tableau. Non, même si t'as pas le tableau, tu le sens que t'es pas passé. Et en parlant de 4e place, on avait un petit message de Mathias Dandois. Est-ce que t'es d'accord avec ce qu'il va dire? Toutes ces 4e places, elles sont beaucoup plus bénéfiques que toutes les victoires. Ah non, bah oui. Ouais. Ça, c'était de Mathias Dandois hier soir. Ouais. Ça. Alors, lui, c'est facile, il a gagné 9 titres de champion. Mais du coup, on voulait savoir, toi qui as quand même, comme tu dis, enchaîné des grosses 4e places, est-ce que c'est vrai que c'est ça qui t'a motivé? C'est ça qui te remet en question, ouais. C'est ça qui te permet de te dire, le lendemain, tu repars à l'entraînement parce que... vas-y, je veux faire podium, ouais, c'est ça, je veux faire un podium. Et en vrai, la 4e place, c'est celle qui mêlait encore plus les nerfs, tu vois. Tu fais 5, bon, tu te dis ça va, il y a un gars entre nous. Mais là, 4e, et comme tu l'as dit, 2 fois 4 centièmes et 3 centièmes, là, quand tu repars à l'entraînement, je peux te dire que tu mets encore plus les choses en place, tu es encore plus sérieux, tu es encore plus assidu pour pas revivre ce moment de haine. Ouais. T'es gonflé à bloc. T'es gonflé à bloc après, ouais. Ok. Et comment, tu vois, ce qui est vraiment ingrat finalement avec ce sport, c'est que t'as les 3 premiers, comme tu le dis, et puis après, c'est un peu ciao, quoi. Ouais, et le 4e, personne ne s'en souvient. C'est ça. C'est où, au judo, non? Eux, ils ont inventé un truc. Bah, imagine, t'es 2e français derrière Riner aussi. Ouais. Mais c'est vrai. Mais du coup, ça doit pas être facile parce que quand t'es pro, au final, tu t'infliges les mêmes sacrifices que ceux qui sont vraiment, on va dire, dans la ligue d'au-dessus. Comment tu gères ce fait de tout le temps te dire, je dois me battre devant des fois des mecs qui sont presque intouchables, quoi. En 5000, t'as fait des courses du coup contre Mo Farah. En marathon, t'as peut-être fait des courses contre Kipchoge. Là, tu sais que c'est un peu, tu pars pour la 2e place. Hein. C'est tout qu'on va dire. T'as beau avoir l'esprit de champion, tu te dis pas, je vais le faire. Tu te dis pas comme Guingamp qui peut faire une dinguerie en Coupe d'Europe. Là, tu sais déjà que sur un croche-pied. Ouais, non, il y a des sports où ça peut passer, tu vois, où des fois le plus faible, et généralement en foot, c'est le sport où tu peux avoir le plus de surprises. Mais en course à pied, généralement le plus fort il gagne. Et effectivement, quand t'es contre Mo ou contre Kipchoge, le grand Eliud d'il y a quelques années, tu sais que quand tu pars sur la ligne de départ, c'est bête, c'est une frustration ou c'est, enfin, toi, est-ce que ça te frustre ou... Non, moi je le vivais pas comme une frustration parce que je suis conscient de mon niveau et je sais que je l'atteindrai pas. Et après, pourquoi j'ai ce niveau-là? Parce que j'ai essayé de m'améliorer, mais pas suffisamment, tu vois. Mais voilà, ils sont plus forts, faut l'accepter. Et pour le coup, la course à pied, c'est pour ça que j'aime ce sport aussi, c'est que il y a pas d'arbitrage, il y a pas de notation, c'est pas le patinage artistique ou le BMX comme Mathias que c'est 5 juges qui vont décider de qui gagne. Là, nous, c'est de la lutte homme à homme. Des fois, c'est même contre le chrono. Et c'est le plus fort qui gagne. Il n'y a pas d'esprit d'équipe. Il n'y a pas une erreur d'arbitrage. Un Greg Joubert qui vous met une carotte en 2011. Tu vois, je sens les fans de rugby qui nous écoutent apprécieront le petit souvenir. Et d'ailleurs, tu l'as dit, mais c'est une des questions qu'on allait te poser, que toi d'ailleurs tu poses souvent aussi dans les podcasts RMC Running que tu co-animes. Mais donc, pourquoi tu cours au final? C'est pour ce côté, il n'y a pas de tricherie possible, c'est la loi du chrono qui parle. Ouais, ça me plaît dans mon sport. Ouais. C'est un sport où en plus t'es pas dépendant des autres et si t'as une performance, tu la dois à ton travail et après à celle de ton staff, un petit peu, ton coach, ton prépa physique ou qui tu veux. Mais c'est vraiment lié
lié à ton travail, l'investissement que tu as mis, c'est uniquement grâce à toi, tu vois. C'est pas un sport co où des fois tu es porté par tes coéquipiers, tu as été mauvais le jour de la finale, mais voilà, tu es champion du monde. Et il y en a, ils sont champions. Adil Rami est champion du monde et il a pas mis une minute. Il a fait l'extincteur. Il a fait l'extincteur, tu vois. Mais par contre, c'est très bien, attention. Ouais. Mais voilà, la course à pied, c'est l'avantage, c'est que voilà, quand tu fais une perf, tu es tellement fier de toi quand tu as fait un chrono, mais même à tout niveau. Hein. Quand tu bats ton RP en 3:30 sur marathon, le mec il rentre chez lui, il se dit voilà, je me suis entraîné pour ça, c'est fait. Mais tu parles d'entraînement, mais tu as aussi tout ce qui va être. Enfin, moi, ce que je vois dans la course à pied, c'est aussi tout ce qui est entraînement invisible, c'est-à-dire que la rigueur que tu vas te mettre au quotidien. La nourriture, l'hygiène de vie, le sommeil. L'athlète, tout à l'heure, je disais que c'était un sport dur, mais ce qui est dur aussi, c'est les à côté où tu dois faire attention à ce que tu manges, à l'heure où tu te couches, à ce que tu fais. Tout doit être calibré, tout doit être millimétré pour en plus pas gagner non plus des sommes faramineuses. Notre ami Ladoumec, c'était le premier, mais est-ce que là, on t'a cassé évolué. Hein. Est-ce qu'on t'a cassé ta routine de sommeil et de coucher là ce soir ou ça va? Bah ouais, je vais être excité en m'endormant, en repensant à tous ces moments de lose. Là, je vais être énervé. Je crois que je vais aller courir. Si tu fais une mauvaise perte, tu pourras dire que c'est à cause de la FFL alors, ta prochaine course. Et on se demandait aussi aujourd'hui, toi t'as un peu vécu la mine de rien, alors désolé ça va faire très ancien ce que je te dis, mais t'as un peu vécu la grosse transition numérique des réseaux sociaux où le running devient le truc ultra hype. Et surtout aujourd'hui, Strava, aujourd'hui on en parlait de Strava aussi. Comment est-ce qu'il y a une forme d'espèce, j'ai envie de dire, du concours de qui a la plus longue, de tout le temps te comparer aux autres athlètes où tu vois eux ils ont fait telle semaine sur Strava, ils ont fait tel entraînement machin. A priori il a un œil sur ses coms. Ouais. Déjà, on a dit ça. Mais tu reçois le mail. Là, je connais pas. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu ressens une pression mentale à tout le temps être au top du top de l'entraînement, où tu te dis si je fais une mauvaise semaine, je vais être derrière. C'est comment de gérer toute cette pression externe aussi? Alors, franchement, la pression, pour le coup, elle n'a pas changé entre quand j'ai commencé et maintenant, parce que c'est une pression interne que tu te mets à toi par rapport à tes performances, par rapport à tes entraînements et tes objectifs. Tu vois, tout de suite, j'ai voulu aller, quand j'ai commencé, je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse un podium au championnat de France en cadet. Je finis combien? 4e. Donc après, je me suis dit, l'année suivante, il faut que j'aille en équipe de France en junior. Championnat de France de cross, je termine 4e. Mais ils en prennent 5, donc qualifié. Voilà. Qualifié. Sur piste, j'avais fait 2 et 2, tu vois. 2 en cadet, 2 en junior. Et donc, du coup, je me fixais des objectifs comme ça et j'avançais comme ça. Après les championnats d'Europe, une fois que j'ai été sélectionné, je me suis dit, maintenant, il faut que je fasse un podium au championnat d'Europe. Je termine 4e du 5000 et 2e du 1500 mètres. Donc le 1500 m'a sauvé. Ouais. Mais effectivement, après, c'est des étapes comme ça où j'avançais progressivement, que je me mettais des carottes. Et donc tu restais focus envers toi-même, en fait. Envers moi-même. Tu t'es jamais trop laissé déborder par cette pression et ce bruit par exemple, extérieur. là, dans la course, on va dire au minima pour les JO, est-ce que tu étais là en train de regarder les entraînements des autres? J'avais coupé ça. Là, normalement, je suivais mes presque c'est des copains, tu vois. Félix Bourg c'est mon pote, donc les autres marathoniens français qui essayent de et que ça soit comment il s'appelle, Nicolas Navarro, Mehdi Frère et tout, je les suivais sur Insta, Félix, et là et sur Insta et sur Strava, et j'avais tout coupé pour pas regarder et pour pas comparer, parce que c'est la bêtise à faire, et ça c'est ce que font les gens à cause des réseaux sociaux, à se dire oh, putain il a fait telle séance, je vais faire pareil, tu vois, alors que des fois il y a aucune cohérence parce que ça doit rentrer dans une logique d'entraînement, et donc ça c'est à ne pas faire. Mais par contre je suis content que la course à pied se soit démocratisée et que ça soit plus le running de papy qui avait son fuseau, son collant le dimanche matin et son t-shirt en coton 20 km de Cucuron les Olivettes, tu vois. Ça faisait pas rêver. Maintenant c'est un peu plus classe. Maintenant c'est un peu plus stylé, les coureurs. On peut le dire, tu pratiques un sport hype. Ouais, c'est à la mode. C'est l'heure de la question con. La question con. On y retourne. Alors, cette fois-ci, pour cette deuxième question con, je le rappelle, si vous nous écoutez tous les jours cette semaine pour la semaine de la loose en direct sur Move, vous pouvez nous envoyer vos questions cons à destination de nos invités. Pour cette deuxième question con, on part dans le sud. Et c'est Vanessa qui avait cette question con à te poser, Johan. Salut Yo, c'est ta sœur. Moi j'ai une question. Je voudrais savoir pourquoi, ou en tout cas pour qui, tu gardes un pot de Nutella périmé depuis 2 ans dans ton placard. Vanessa a balancé les dos. Ah ouais, carrément. Elle a quand même dit que finalement tu étais très proche de ta nutrition en laissant un pot de Nutella. Non mais j'en mange pas. Là tu vois, pour le coup ça va faire plaisir à mon entraîneur ou à mon diététicien, c'est que je ne mange pas de Nutella. La preuve, le pot il doit dater de mon ex qui ne l'a pas mangé depuis. En plus, je vais balancer, c'est pas le mien.
Mais il faut quand même ranger chez soi un peu. Hein. Non, mais par contre, ouais, effectivement, je crois qu'il était un peu périmé. Mais après, ça se périme le Nutella. Avec toute l'huile de palme qu'il y a, franchement, ça risque rien. Hein. C'est vrai qu'il résiste à toutes ça les résiste à tout normalement. Non, mais d'ailleurs, j'en mange pas, ouais. Ok, donc non, toi, il faut faire attention j'essaye de faire attention quand même à l'alimentation, surtout sur le marathon, ça a quand même ça joue. Donc effectivement, je préfère le bon beurre demi-sel français de Bretagne. Ah bah voilà, patriote. Il est dans les traditions, Johan. Il est dans les traditions. D'ailleurs, Johan Durand, on t'a demandé ce que c'était ta musique préférée pour te rebooster après. Au hasard, une 4e place. Ouais. Est-ce que tu peux me rappeler le titre que tu m'avais envoyé pour cette... Alors, je t'avais choisi un petit morceau de bande organisée de Jul, notre porteur de flamme marseillais. Franchement, il m'avait vendu du rêve ce jour-là parce que je m'attendais à voir Zizou. Et là, un beau moment FFL quand même. Tout le monde nous avait dit « Ouais, c'est Zidane qui va porter la flamme. » Il y avait le titre dans l'équipe, ouais. Non, mais comment ils s'étaient plantés à ce point-là, les mecs? C'est une très belle histoire. On est en direct pour la semaine de la loose avec notre invité spécial, le magnifique, le grand Johan Durand, maître Yodu, toujours avec Antoine à mes côtés. Donc tu nous disais, ça c'était ta petite musique pour faire plaisir à la zone. Joule, ouais. Ça fait tu te l'écoutes des fois en entraînement? Joule, ouais, je peux l'écouter à l'entraînement. Dans les 10 ça booste un peu. C'est le BPM énervé comme pas ça en qui te motive. parce que faut écouter ses sensations plutôt que de la musique. Mais par contre, sur des footings cool, ouais, ça peut se faire. Ouais. Bon, parfait. Écoute, Yodu, je te propose qu'on arrive à notre moment préféré de l'émission avec Antoine. C'est le moment où tu redeviens un humain, tu refais partie du monde des mortels. Pour ça, je veux dire que tu redeviens nul en sport, parce qu'on va parler de tout sauf du marathon, sauf de la course à pied. Des sports où t'es bon. Donc tout simplement, c'est quoi les autres sports que tu pratiques si tu as l'occasion d'en pratiquer un petit peu à côté du running? Moi, je fais du vélo. Mais ça, tu le fais dans le cadre de ton entraînement ou pour c'est dans le cadre de l'entraînement pour développer un peu tes capacités d'endurance et puis sans qu'il y ait de choc. Tu vois, la course à pied est un sport traumatisant lié au choc, lié aux foulées sur le macadam, alors que le vélo, c'est un sport porté, donc tu peux tourner les jambes et tu peux développer tes capacités cardio. Donc je trouve ça très intéressant. Et t'as des sports plaisir quand même, juste vraiment qui sont pas liés à ton entraînement? Je peux jouer vite fait au tennis ou au tennis de table, au ping-pong comme on dit chez nous. Je suis très bon, mais t'es très bon au ping-pong? Ouais, je pense que j'allume tout le monde au camping. Hein. Ah ouais. Si tu me lâches dans n'importe quel camping, je gagne la tournante. On va t'amener les frères Lebrun, tu vois. Ah non, mais là, je suis sûr que je les prends. C'est fait, c'est clippé. Attention, ça va être tagué. Donc, et on se demandait si t'avais pu choisir d'être pro dans un autre sport, t'aurais voulu quoi? Le foot, t'es fou toi? Ah ouais? Le foot, tu m'as pas dit. Pourquoi tu t'as pas essayé le foot? Non, j'ai laissé une chance aux autres, tu vois, je voulais pas être bon partout. J'aime cette la main sur le cœur. Non, tu vois, comme gagner trop d'argent, je pense que j'aurais vrillé, donc je me suis dit, je vais faire un sport où il y en a moins. Le sport des galériens. Des galériens où il faut s'entraîner comme un chien. T'as pas le droit au Nutella. T'as le droit à rien, et en plus, voilà, t'es pas exposé toutes les semaines, t'es tranquille, tu peux t'entraîner pendant 6 mois sans faire de compète, personne t'embête. Tu peux aller en boîte après le match. Ah ouais. Là t'as été 3ème, t'as fait un podium sur le 10 km de Paris où il y a eu 30 000 participants le week-end dernier. Ils t'ont offert un petit goodies en souvenir quand même? J'ai eu ma médaille, comme tout le monde. C'est la fameuse médaille. Une fleur, une peluche? Ah oui, j'ai eu une fleur, je l'ai oublié dans le train, je voulais la donner à ma mère, moment FFL. Je loupe mon train déjà c'était la fête des mères en plus. De midi. Je me dis, vas-y, je vais ramener le bouquet pour ma maman, je le mets dans le train, je descends du train, j'oublie le bouquet. Du coup, elle aura une médaille. Donc, ouais, j'y ai pas pensé. Tu vois, tu me disais que tu faisais pas assez de 3ème place. On se demandait si t'es aussi, s'il y a des sports où toi-même t'es un peu un fan, quoi, un ultra. Est-ce qu'il y a des sports pour lesquels t'es prêt à, je sais pas, prendre la route? Je pense que ça va être mon moment préféré où il va parler des Girondins. Non, moi je suis un vrai fan de foot pour le coup. Je suis allé à Barcelone plusieurs fois voir le grand FC Barcelone qui est mon club de cœur avec les Girondins, et les Girondins bien évidemment que j'y vais, mais là ça me fait de la peine. J'y suis allé la saison dernière voir un pathétique Bordeaux. Qu'est-ce que c'était cet enfer? Bordeaux, je sais même plus, tu vois, j'ai oublié. Attends, qu'est-ce que c'était? Je sais pas, il y en avait pas mal des matchs pathétiques. Moi je regarde que la Ligue 1. Oh là là. Si tu dis match pathétique de Bordeaux, la liste est longue. Il y en a 38. J'étais allé voir un Bordeaux 3 il y a 2 ans quand ils sont descendus aussi. C'était un enfer. Voir ce club que j'ai aimé, qui était en Ligue des Champions, qui a été champion de France. D'ailleurs, le jour où ils ont été champions de France, moment de loose, j'étais au fin fond de la Slovaquie pour une compétition. J'ai regardé notre dernier titre tout seul dans une chambre d'hôtel.
piteuse au fin fond de la Slovaquie, la dernier titre des Girondins. Voilà. Est-ce que t'as hurlé dans la chambre quand même? Ouais, mais tout seul. Ils ont dû avoir peur à la réception. Ils se sont dit qu'est-ce qui se passe? Il y a un supporter, il y a une agression. Et ouais, non, c'est. Et en plus, du coup, c'est le dernier titre. Et depuis, c'est le dernier titre. Et depuis. T'as bien fait de le regarder au moins. Ouais, non, mais c'est vrai que depuis. Non, mais on a gagné une Coupe de France en 2013 contre Evian-Tournon. Ah ouais, c'est gros. Il pèse celui-là, il pèse. Ouais, il compte. Il t'a joué contre un club qui n'existe plus là. Non, mais bientôt les deux clubs vont plus exister. Et on se demandait si toi t'étais du genre à aller fouiner sur les réseaux quand il y avait un gros événement ou des grosses looses type Bordeaux en Ligue 2. Est-ce que genre te dire quand t'as un match mauvais de Bordeaux, tu vas sur le réseau pour rire un peu, sinon t'es dans la dep, je me régale avec vous là, je me régale tout le temps. Pas que nous d'ailleurs, mais ouais. Non, mais oui, tout ce qui taille. Comme un fan de sport lambda quoi. Ouais, je vais quand même Alors je vais sur Twitter pour voir un peu les mecs complètement à l'ouest qui s'insultent et qui. Ouais, ça va, comme ça tu te rassures. T'aimes l'odeur du sang. J'aime l'odeur du sang, mais alors j'adore ça. Il suffit de suivre quelques comptes de radios concurrentes, RMC ou autre, et là tu te régales des. Et puis après, aussi tu vas sur les forums, dans les commentaires sur l'équipe.fr ou autre, et là tu te régales des commentaires. Tu te régales à tailler les autres sportifs. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, par contre, je fais pas moi. Je fais pas ça. Mais par contre, ça me fait rire des fois quand les mecs le font. Ouais, et puis toi, tu penses que l'autodérision c'est quand même quelque chose qui permet d'évacuer un petit peu aussi. Non, mais on fait du sport, donc le sport à la base c'est pas sérieux. On va pas changer le PIB de la France avec en payant. Enfin, si certains. Avec le salaire de Mbappé. Avec le salaire de certains, ouais, dans le foot, ouais. Mais non, c'est pas sérieux. Ça reste du sport. Donc, tu vois, moi jamais j'ai pleuré pour une victoire, ou jamais j'ai pleuré pour même. C'est peut-être pour ma non-qualification des fois aux Jeux Olympiques, ça a pu m'affecter, mais sinon après ça reste du sport, c'est du plaisir. Tu passes super vite à autre chose, toi. Ouais, une fois je passe à autre chose. Ouais. C'est ça le pouvoir du sportif. Alors c'est un problème, mais c'est aussi une chance, c'est qu'on passe très vite à autre chose. C'est que le lendemain d'une victoire, quand t'as réussi un truc, le lendemain tu te dis voilà, c'est fait. Je repars sur un nouvel objectif. Tu savoures à peine. Ouais. Là, regarde le Stade Toulousain, ils ont gagné dimanche. Samedi, il faut rejouer contre La Rochelle parce qu'il y a le championnat à les gagner. Tu retombes. Ouais. Surtout qu'ils se sont mis une caisse. Ouais, voilà. Et surtout quand t'as pris la caisse. Ouais. Bon, on en sait un peu plus sur le Johan sportif du dimanche. Ça fait plaisir de voir qu'on est tous un peu un sportif du dimanche au fond de nous. Je pense que tu es prêt pour ta pire interview, Johan. Move. Il y a pire. La semaine de la loose. Ça, c'était juste. Là, ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir. Là, ce jour-là, je pense que c'est mon meilleur moment de ma vie. de ma vie. Encore plus que la FFL, tu vois. Je t'avoue que c'était honnêtement un bon moment. Écoute, Johan, on l'a payé depuis. Hein. Ouais, c'est vrai. On t'a préparé une petite interview rapide et bien FFL. Ça s'appelle la pire interview. On l'a fait à tous nos invités cette semaine. Donc, le concept est simple, c'est un peu comme un fractionné. Il faut que tu répondes en une seule phrase courte. Tu débranches le cerveau et après, on débriefe ça avec Antoine. Tu réfléchis pas, comme dans le dernier kilomètre. Ouais, okay. Exactement. Est-ce que t'es prêt ? Oui. Allez, c'est parti. Ta pire victoire sur une course ? Sur un trail par chez moi où tout le monde s'est perdu sauf moi. En mode Battle Royale. Ah ouais. La pire excuse pour pas aller courir. J'ai mon pot de Nutella à finir. Ça fait ton pire regret en carrière. Cette 4e place dont on parlait tout à l'heure à Helsinki, parce que je pense qu'elle aurait pu changer beaucoup de choses. Ouais. La compète que t'as le plus raté, ta pire compète. Mes premiers championnats d'Europe espoir, j'ai failli prendre un tour. Et là, franchement, sur 5 km, ton ego, si tu prends un tour, ils étaient pas loin. Hein. Je les entends arriver, moi je passe juste la ligne d'arrivée. Et là, je me disais, si le premier qui me double, il prend un. J'étais tellement énervé, j'avais honte. Et je me suis dit, le premier qui veut essayer de passer à la corde, il passe pas. Mais ils m'ont pas pris de tour, heureusement. Tant mieux. Le pire cliché sur le running et les coureurs. C'est de mettre ton petit collant là, les hommes en collant, le petit legging là, ça. Les Parisiens ils mettent le short par-dessus parce qu'ils assument pas le legging. Je m'attendais pas du tout à ça. Non, c'est bon. La blessure la plus loose qu'on peut se faire en course à pied. Moi je me suis fait un claquage en voulant sauter une petite branche. Il y avait une branche sur un chemin, je me dis vas-y je veux passer par dessus et je me prends les pieds dans la branche et du coup je fais un faux appui et je me suis pété le mollet une semaine d'arrêt grâce à ça. C'est super propre. Et ça, pour finir en beauté, ta pire interview. Ça va être ici, ouais. On va dire avec vous, franchement. Plaisir, ouais. Ça fait plaisir.
Bon, c'est bien, tu sais faire plaisir à tes autres. Faut que tu me racontes ce trail là. Ouais, alors attends. Faut que tu me racontes non, mais c'est drôle. Alors raconte-nous, donc t'as gagné un trail parce que t'étais c'était un concours d'orientation. Dis-le que t'as enlevé les balises. Hein. Ouais, bah, c'est presque ça parce que à un moment donné, tu vois, je pars vite, je suis en tête et tout. C'était par chez moi, je cours. Et là, il y a un des mecs de l'organisation qui fait le balisage. Il me dit, ils sont pas loin devant. Là, dans ma tête, je me dis, il y a quand même une coquille parce que je pensais être premier, quoi. Bah ouais, je me dis, c'est pas possible que je suis premier. Et là, j'en double, je dis, mais par où comment vous êtes là, vous? Ils me disent, on a suivi le parcours, hein. Bon, ok. Et je continue, donc je les double. Et là, j'en vois qui arrive à contresens. Contresens. Ouais. Bah là, c'était, tu sais, je pense, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait des gens qui avaient dû, dans la nuit, débaliser et tourner les flèches. Et donc, ça avait été l'apocalypse. Moi, je connaissais le parcours parce que c'était par chez moi, donc c'était mes terrains d'entraînement. Donc, moi, j'ai fait la distance, ça, c'est sûr. Mais ça a été une loose totale parce que, tout le monde s'est perdu. Ouais. Il n'y avait pas de deuxième, quoi. Sauf moi. Et donc, du coup, sur le podium, il y avait. Je sais plus comment ils ont fait. Ouais, j'ai dû prendre tous les 3, 1, 2, 3, et hop, donnez-moi ça, c'était réglé. C'est incroyable, ça. Mais en trail, ouais, ça arrive assez régulièrement. Ouais, mais ça arrive souvent, c'est les premiers. C'est le premier. Mais moi, j'étais passé et je te jure. Je peux te dire que t'as fait ça la nuit. Ah ouais. C'est magnifique. Bon, franchement, toute cette loose, moi, je sais pas vous, mais ça m'a donné des petites envies de parler de tennis, tiens, de Roland Garros, par exemple. Move. La semaine de la loose. Est-ce que tu suis un peu le tennis Roland Garros? C'est quoi tes tennismen? Moi j'étais team Nadal, mais là je suis en dépression. Là t'es en train d'oublier aujourd'hui. Non, mais on va se rabattre sur Alcaraz. Bon, Antoine, je crois que c'est l'heure de notre hommage quotidien. C'est de l'hommage national. Ah oui. Nos tennismen français et tenniswomen françaises. Tombés au combat aujourd'hui. Arthur Cazot. Alizé Cornet. Kristina Mladenovic. Ah bon, j'ai ajouté Pierre Gerber parce qu'il jouait contre Djokovic, j'ai pas le score, mais laissez-moi penser qu'il est tombé au combat avec les autres. On verra bien. Peut-être que tu l'as jinx, peut-être que tu l'as jinx. Si ça se trouve, là on est en train de vivre le pire moment et il est peut-être en train de s'imposer. On sait pas. Fait l'exploit. Vous qui êtes en direct, vous nous direz si on se plante complètement. Bon, donc toi là, tu mets tout sur Alcaraz. Au niveau de l'émotionnel tennis? Ouais, parce qu'il n'y a pas grand monde qui me vend du rêve. J'aimais vraiment Rafa et je sais pas, j'ai l'impression que Carlos, c'est pareil, c'est un petit jeune qui a un devenir sur cette terre battue. Tu peux nous le dire si t'as un truc sur les Espagnols Non, mais j'aime bien, tu vois, j'aime bien le Barcelone, j'aime bien Nadal. Je sais pas, c'est mieux que... T'aimes bien la sangria? Non, par contre, j'ai pris une cuite un jour à la sangria et je peux te dire que depuis, me parle plus de mélange orange, vin et je sais pas quoi. Déjà, ça se marie pas. Ça, pour le coup... On a énervé le viticulteur. Là, on sent le BTS. Parle-moi de Bordeaux, de Médoc, de Montbazillac, mais me parle pas de sangria. Mais au final, t'entends pas la fin de carrière là pour regoûter aux joies du vin à volonté? Si. Mais j'ai peur de mal tourner quand je vois certains anciens sportifs, comment ils sont gonflés à l'hélium aujourd'hui. Je me dis que si je me lâche un peu, ça va. Ouais. Non, mais avec modération. De toute façon, t'es le mieux placé pour le savoir. Je sais pas. Bon, eh bien, on verra ce que nos Français nous réservent pour la suite de ce Roland Garros. En tout cas, nous, on fait le décompte avec vous tous les jours. Notre objectif, c'est de savoir est-ce que vendredi, pour notre dernière, il restera un Français à 22h? J'espère que oui, quand même. Ça serait quand même cool pour qu'il y ait un peu de suspense. En plus, il risque d'avoir de la pluie, donc ça peut aider. Bon, comme on arrive bientôt à la fin de cette émission, les amis, je vous propose qu'on fasse un petit voyage et c'est moi qui vous emmène. Move, la semaine de la loose. Loose sans frontières. Bon, tu nous emmènes où aujourd'hui, Louis ? Alors aujourd'hui, Antoine et Johan, prenez votre meilleur ciré, vos plus belles chaussures de course en cuir bien lourdes, parce qu'on est en 1908 et il n'y a pas l'Eurostar, donc on va prendre le bateau pour aller à Londres. Sais-tu, mon cher Johan, mon cher Yodu, ce qu'il s'est passé à Londres en 1908 ? Non, c'est la colle. Voilà, tu m'as piégé. Je l'ai piégé, très bien. Eh bien, c'était les Jeux Olympiques à Londres en 1908, les 4e de l'ère moderne et les premiers en Angleterre. Et si aujourd'hui je te parle des JO de Londres 1908, c'est avant tout pour une épreuve et pas n'importe laquelle, le marathon olympique. Ah ouais, je l'ai. Est-ce que tu as entendu parler de ce marathon ? D'accord. Bon, on va voir si t'as les refs. Alors déjà, ce qui est marrant avec ce marathon, pour vous qui nous écoutez, c'est que les organisateurs ne savaient pas exactement quelle distance il allait faire. Ils voulaient en fait que ce marathon et que ce
parcours passe par plusieurs points stratégiques, notamment pour bien rendre hommage à la famille royale anglaise. Mais donc, ils n'étaient pas encore exactement sûrs des distances, des trottoirs, des ronds-points. Jean-Michel à peu près. Ouais. Voilà, c'était Jean-Michel à peu près, exactement. Traval, hein. À tel point que dans la brochure officielle des JO, ils ont mis, je cite, environ 26 miles. Voilà. Donc c'était ta feuille de route. Ah bah, ça change de tes vidéos où tu décortiques les marathons kilomètre par kilomètre. Et bah c'est ça, mais finalement, ils arrivent quand même à faire leur parcours comme ils veulent, voilà, et ils le mesurent, et paf, ça fait 42,195, la distance qui fait encore foi aujourd'hui. Donc voilà, Johan, la prochaine fois que tu serres les fesses au 41e d'un marathon, dis-toi que c'est de la faute des Anglais. Ah non, mais c'est ça, c'était toujours pour arriver devant la fenêtre de la reine. Exactement, voilà. Bon, en fait, c'est toi qui vas faire les chroniques, ça sera plus simple. Non, mais c'est à cause d'elle si on fait ces fameux 195 mètres de plus. Exactement, c'est à cause des Anglais, voilà. Donc la rivalité franco-anglaise dans le sport, ça date pas d'hier. Bon, bref, cette course, ce marathon olympique de Londres 1908 part enfin, et c'est le Sud-Africain Charles Hefferon qui va prendre rapidement une très bonne avance. Charles, il se retrouve même au 32e kilomètre avec 4 minutes d'avance sur le second. Là, tu t'imposes. Ouais, là, on est d'accord que normalement, ça tient easy. Finger in the zone. Ça fait un kill, ça fait plus d'un kill. Bah ouais, mais le problème de notre ami Charles, c'est qu'il n'a pas assez écouté coach Yodu sur les ravitaux. Et qu'est-ce qu'il fait, le Charles, au 39e kilomètre? Il accepte non pas un gel sucré, mais un verre de champagne. Et spoiler, le dit champagne va lui démonter le bide. Ah, j'ai connu. Oh, comme c'est bizarre. Le verre de champagne ou le bide? Non, le bide. On en parlera après alors. Bon, bref, donc notre Charles Hefferon qui est en tête, il boit ce verre de champagne pour se la péter au 39e. Sauf que, bah voilà, ça va lui démonter le bide, donc il va être par terre, il n'arrivera plus, à tel point qu'un Italien, Pietri, va le dépasser à 3 km de la ligne. Et donc là, alors on se dit que Pietri va filer vers la victoire, facile, mais non, parce que lui aussi... Un verre de... Ah, non, alors lui, il a un verre de rien du tout. Juste un craquage. Mais à 2 km de l'arrivée, c'est l'Italien qui commence à ressentir les effets de la fatigue extrême et de la déshydratation. Et en entrant dans le stade où il doit faire ce dernier tour, il va tomber 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, le tout devant 75 000 spectateurs anglais. Et finalement, le pauvre galère tellement que c'est les arbitres et c'est les officiels qui l'aident à se relever pour qu'il puisse passer la ligne en boitant. Pietri finit donc premier en 2h54-46, dont 10 minutes pour faire les 350 derniers mètres. Toi d'ailleurs tu l'aurais défoncé, tu serais arrivé 40 minutes avant, hein, vu que t'as fait 2h09. Sauf que juste derrière Pietri, il y avait un Américain, Johnny Hayes. Sauf que Johnny, voilà, il l'a vu, Pietri, il était 30 secondes derrière. Et donc il a vu Pietri se faire aider et il a l'impression qu'on se fout un peu de sa gueule, Johnny. Et voilà, et l'américain Johnny, il est pas content, donc l'équipe américaine dépose immédiatement une plainte, une réclamation qui va être acceptée par l'organisation des Jeux Olympiques, et hop, Pietri est disqualifié. Ça t'a déjà arrivé, toi, d'être disqualifié d'une course, Johan Durand? Disqualifié, jamais. T'as pas enlevé le maillot? Bon, on touche du bois alors pour toi, Johan. Bon, bref, sauf que nos 75 000 Anglais qui sont dans le stade et qui ont vu Pietri héroïque, ça les a fait kiffer, ils ont vibré, ils étaient en mode de Marc Madiot. Allez mon grand, allez mon grand, allez mon grand. Et donc ils ont vu Pietri passer la ligne en lambeaux et ils ont tellement kiffé à tel point que la reine Alexandra en personne va descendre offrir une coupe en or massif à Pietri qui, je le rappelle, est disqualifié, hein. Mais pas grave. Pour lui, pour l'Angleterre, ce sera lui le chouchou, lui dont le panache et la résilience ont ému l'Angleterre. Et notre Johnny qui a gagné, lui, tout le monde s'en fout. C'est Pietri qui recevra la plus grande ovation ce jour-là, avant de devenir une star dans les journaux anglais. Donc voilà, même quand il s'agissait d'inventer les perdants magnifiques, la France est arrivée deuxième. C'est l'heure de la question con. La question con. Sans transition, et pour terminer en beauté cette émission, Johan, on t'a réservé la dernière question con de la communauté FFL qui, je le rappelle, comme tous les jours, nous envoie ses meilleures questions cons dans les stories Instagram. Pour cette dernière question, on part à Nogent-sur-Marne, et c'est Pierre-Antoine qui avait cette question con à te poser. Oui, bonjour Johan, Yodu. Écoute, je voulais savoir si, avant de te lancer dans le marathon, la course à pied, est-ce que tu avais pensé à un moment faire comme ton cousin Kevin, faire du basket? Voilà, merci.
C'était pour la petite vanne. Je ne voyais pas où vous voulez en venir. Nos amis fans de basket l'auront eu. Kevin Durant, on pense à toi. Bon, là, je t'avais dit, question con. Non, les vrais Durant, c'est avec un D. Hein. Oui, c'est vrai. Toi, c'est Johan Durant. Durant. Bon, écoute, on arrive à la fin de cette émission, Johan Durant. Demain, on reçoit Léa Palermo. C'est une joueuse de badminton professionnelle. Est-ce que tu touches un peu en sport de raquette? Bien sûr, le bad, pareil. Dommage que je sois parti. Mais tous les sports de raquette. Il est trop chaud. Bah, peut-être que c'est là qu'il faut que tu ailles, on sait jamais. Hein, et la fin au camping. Le camping, j'étais. C'était maître Yodu du camping. Bon, écoutez, vous qui nous avez écoutés, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette deuxième émission de la semaine de la loose. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous en régie, Pierre, Marius, Charlie, tous ceux qui nous ont aidés. Évidemment, merci à toi, Johan Durand, d'être venu sur le plateau de la FFL. On sait que c'est pas facile pour les sportifs, mais tu as été largement à la hauteur. On te donne une première place ce soir si tu veux. Quant à Antoine et moi, on vous retrouve sur les réseaux sociaux de la FFL. D'ici là, faites de beaux rêves, de loose. Et nous, on vous dit à demain, 21h en direct sur Move. Bonne Ciao. soirée.